Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de chimie. On va revoir une méthode très importante qui est celle de l'utilisation des diagrammes de prédominance en oxydoréduction. Alors pour illustrer cette méthode, on va se poser la question, quelle réaction se produit si on met de l'argent et du magnésium dans de l'eau acide? Et pour répondre à cette question, on nous donne uniquement des potentiels standards de différents couples. Alors je vais vous laisser réfléchir un petit peu, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et ensuite on corrige. Alors pour répondre à cette question, une première manière de faire, sûrement la plus complète et la plus précise, pourrait être d'analyser les diagrammes EPH des différentes espèces qui entrent en jeu. Mais pour faire cela, il faut qu'on nous fournisse les diagrammes EPH. Donc ça sera l'objet d'une future vidéo. On présentera cela. Mais là, on a juste des potentiels standards, donc il va falloir raisonner de manière un petit peu différente. Et on va le faire à partir des diagrammes de prédominance redox. Donc le but ici, c'est dans cette vidéo, c'est qu'on va remontrer comment on construit les diagrammes de prédominance redox par analogie avec ce qu'on a fait avec les acides et les bases. Et puis on va utiliser ça pour répondre à la question. Quand on s'intéressait au diagramme de prédominance acido-basique, on s'était appuyé sur la formule pH égale pKa plus log de la concentration de l'espèce basique du couple sur la concentration de l'espèce acide du couple. Et ça nous avait permis de tracer un diagramme de prédominance acido-basique avec une frontière qui était au pK du couple. Et au-dessus de cette frontière, on retrouvait l'espèce ici au numérateur, donc l'espèce basique. En dessous de la frontière, l'espèce au dénominateur, l'espèce acide qui prédominait. Et donc on va voir maintenant comment procéder par analogie, c'est-à-dire qu'ici nous étions sur des réactions acido-basiques, et bien on va essayer de procéder par analogie au niveau des réactions redox, et voir comment construire à ce moment-là le diagramme de prédominance. Alors la formule équivalente de celle-ci, qui en fait relie la propriété variable de la solution à une constante propre au couple et à un quotient faisant intervenir les activités, ici les concentrations des espèces, eh bien la formule analogue en oxydoréduction, c'est la formule de Nernst qui donne le potentiel d'équilibre de la solution en fonction du potentiel standard du couple qu'on est en train d'étudier, plus, alors on va se mettre dans le cadre de l'approximation, où on peut ici écrire 0,06 sur le nombre d'électrons échangés, fois le log du produit des activités des espèces qu'on a du côté de l'oxydant à la puissance nombre stoichiométrique, sur le produit des activités des espèces du côté réducteur, puissance nombre stoichiométrique. Alors, on voit des choses qui ressemblent, hein, donc E est l'analogue du pH, E0 est l'analogue du pKa. Il y a quand même quelques différences qui vont rendre l'étude un peu plus compliquée. C'est que, contrairement aux réactions acido-basiques où les coefficients stoichiométriques sont toujours de 1, ici on peut avoir des coefficients stoichiométriques non unitaires, alpha et bêta, donc ça complique un petit peu l'étude. Et également, dans ce produit ici, interviennent régulièrement la concentration des ions H+. Ce qui fait que la valeur de E, du potentiel, dépend du pH de la solution. C'est pourquoi, un peu plus tard dans l'année, on traite les diagrammes EPH qui permettent de prendre tout ça en compte. Bon, malgré tout, il est d'une bonne approximation de considérer, si on veut faire les choses rapidement, le diagramme de prédominance en fonction de E. Alors je le mets verticalement ici pour bien insister qu'on est sur un diagramme redox et pas sur un diagramme acido-basique. Donc on va dessiner de manière analogue une flèche, enfin un axe des potentiels d'équilibre E, et la frontière, c'est-à-dire qu'on aura une frontière que j'appelle E frontière, elle sera environ égale à E0. De la même manière qu'avant c'était le pK, ce qui était ici, là ça va être le E0 du couple OX-RED. Alors je mets environ égal justement en raison de des petites différences associées au coefficient stoichiométrique ou à la présence de H+. On verra dans des exemples que l'écart n'est jamais très élevé, et donc tout dépend de la précision à laquelle on veut faire l'étude. Si on étudie différents couples qui ont des E0, des potentiels standards très différents, eh bien cette approximation-là ne sera pas grave du tout, puisque l'écart entre frontières et E0 sera très faible. Si par contre on étudie différents couples qui ont des potentiels standards proches, là, il faudrait aller plus loin dans l'étude. Juste pour terminer, au-dessus du pK, avant nous avions l'espace A- qui était au numérateur du quotient des activités. Ici, et bien ici, donc, au numérateur, on a l'oxydant. Donc au-dessus du potentiel frontière, on aura l'espèce oxydante qui sera prédominante. Et donc en dessous, on aura le réducteur du couple qui sera prédominant, puisqu'il est au dénominateur, comme l'acide était au dénominateur et se situait en dessous du pK. Donc voilà pour la construction du diagramme redox, et puis diagramme de prédominance redox, et maintenant on va l'appliquer sur certains cas particuliers. Premier exemple,
le couple Cu de plus, Cu+. On a réécrit ici la demi-équation électronique associée et la formule de Nernst permettant de déterminer le potentiel d'équilibre. Si on cherche le potentiel frontière, à la frontière, on sait que les concentrations des deux espèces sont égales, puisque c'est la définition de la frontière, c'est-à-dire qu'on est à la limite entre les deux zones de prédominance de Cu de plus et Cu+, donc Cu de plus et Cu+ sont en même quantité sur la frontière, et on voit tout de suite que dans ce cas-là, E frontière égale 0 du couple Cu de plus Cu. Donc là, on est dans un cas où dire que frontière égale 0 n'est pas une approximation, c'est vraiment ce qu'on trouve. C'est dû au fait que les deux espèces du couple sont tous les deux à l'état aqueux, que cette équation ne fait pas intervenir de H+, et qu'en plus, on a un coefficient stoichiométrique de 1 ici au niveau des deux. On va voir d'autres cas maintenant. Deuxième exemple, le couple Cu-Cu+. On a réécrit ici la demi-équation électronique associée. Ici, le cuivre solide est à l'état, enfin, le cuivre est à l'état solide. Et donc, quand on va écrire la formule de Nernst, on va avoir plus 0,06, logarithme de la concentration en Cu+, puisque l'activité de Cu+, qui est, elle, en espèce aqueuse, est égale à sa concentration. Mais par contre, ici, on va diviser par 1, puisque c'est l'activité de Cu solide. Donc, on a cette forme de Nernst là pour le potentiel d'équilibre. Et au niveau de la frontière, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on ne peut pas transformer l'égalité de deux concentrations comme dans le cas précédent pour faire disparaître le log. Ça ne fonctionne pas ici. Alors, pour calculer le frontière, il faut poser une convention. Alors, il y a plusieurs conventions possibles, et donc ça, c'est quelque chose qu'on voit en détail quand on étudie les diagrammes EPH. Une des conventions, c'est de dire, par exemple, que la concentration totale en espèces dissoutes est de 0,1 mol par litre, donc on l'appelle la concentration de travail par exemple, donc on va 10-1 mol par litre. Et donc ici à cette frontière, qui avons-nous? Nous avons du Cu solide et du Cu+ aqueux. Si on se met dans la convention où la concentration totale en espèces dissoutes vaut C0, eh bien les seules espèces dissoutes que nous avons ici c'est Cu+, donc on peut dire sous cette convention que Cu+ est égal à 10-1 mol par litre. Donc je ne reviens pas sur les différentes conventions, ça il faut vraiment aller voir dans le cours sur les diagrammes EPH, mais voilà ce qu'on peut faire. Et dans ce cas-là, E égale E0 Cu plus Cu plus 0,06 fois moins 1. Et donc vous voyez, on a, donc ça c'est le E. Cette quantité vaut donc moins 0,06 volts. Et donc si on ne cherche pas à avoir une précision de l'ordre de la dizaine, enfin, la cinquantaine de millivolts au niveau du potentiel de frontière, on peut assimiler le 0 frontière tout en ayant conscience que c'est une approximation. Et je le répète, c'est une approximation qui sera valable si les potentiels standards des différents couples qu'on utilise ont des écarts entre eux qui seront bien supérieurs à, par exemple ici, 0,06 volts. Alors on va voir un troisième exemple désormais. Le dernier exemple qu'on étudie ici, c'est le cas du couple O2 gazeux H2O liquide. Et on va se mettre dans le cas où on travaille avec une pression partielle en dioxygène de 1 bar. Alors, on a réécrit ici la demi-équation associée à ce couple. Donc c'est le couple dans lequel l'eau est réducteur. On verra tout à l'heure le couple dans lequel l'eau est oxydant. Et on va écrire la formule de Nernst associée, donc on va y retrouver le potentiel standard du couple O2H2O, plus, alors ici je vais mettre 0,06 sur 2, hein, puisqu'il y a 2 électrons échangés ici, logarithme, alors l'activité de ce qu'on retrouve du côté oxydant, eh bien, on a l'activité de O2 qui est un gaz, fois l'activité de H+, qui ici est dissous, donc c'est sa concentration, sur l'activité de l'eau, mais qui est à l'état liquide, c'est le solvant, et son activité vaut donc 1. Au passage, l'activité d'un gaz, c'est sa pression partielle sur la pression standard de 1 bar. Et bien comme ici la pression partielle vaut aussi 1 bar, on va trouver une activité pour le dioxygène qui vaut 1. Et donc je l'enlève. Il reste uniquement le log de H+ au carré. En faisant passer le 2, on va avoir ici un 0,06. Et le log de H+, c'est aussi moins le pH. Donc on a moins 0,06 pH. Ça c'est une formule très classique que vous retrouvez souvent quand vous faites des diagrammes pH. Et ben voilà, imaginons que nous soyons à pH égale 2. Exemple, une solution acide à pH égale 2. Alors le E0 du couple ici vaut 1,23 volts.
D'accord? Donc, on va trouver que E, à la frontière, donc ça, si on se place à la frontière, E frontière, égale 1,23 volts moins 0,06 fois 2, donc moins 0,12. Et bon, ça voilà, après, on n'est pas non plus très loin de 1,23 volts, mais vous voyez, si le pH devient trop grand, on va commencer à s'éloigner de plus en plus de 1,23 volts, et donc là, l'approximation de E frontière égale 0 commence à être un petit peu limite. Donc ça, ça sera, en fait, soit on va travailler avec des diagrammes de prédominance, et on va juste écrire, donc dans ce cas-là, E0, O2 H2O égale 1,23 volts, et mettre le dioxygène au-dessus, l'eau en dessous. Au passage, je vais donner le deuxième couple de l'eau, c'est H2O H2, ou H plus H2, qui lui est à un potentiel standard de 0 volts. Donc je peux avoir ici mon diagramme de prédominance associé à l'eau, sachant qu'en toute rigueur, il est vrai à pH égale 0. Et plus le pH est grand, puisque à pH égale 0, ce terme-là disparaît. Plus le pH va être élevé, plus ce diagramme sera faux. Et d'ailleurs, on peut le voir vite, puisqu'on retrouve le diagramme EPH de l'eau, hein, qui part bien du point 1,23 volts et de 0 volts et descend avec une pente de moins 0,06 volts par unité de pH quand on trace en fonction du pH le diagramme de prédominance. Donc ça, c'est si vraiment on veut faire une étude complète. Maintenant, si on veut faire une étude rapide, eh bien ça va être déjà très suffisant pour ce qu'on veut faire par la suite. Alors, pour voir comment on utilise ça rapidement, eh bien, posons-nous la question. Donc on a ici les couples de l'argent et du magnésium. Et imaginons qu'on mette de l'argent solide et du magnésium solide dans de l'eau. Que se passe-t-il? Quelle réaction, a priori, va se produire? Est-ce qu'une réaction va se produire et laquelle? Eh bien, pour répondre à cette question, on va faire exactement comme on faisait pour l'utilisation des diagrammes de prédominance en équation acido-basique, mais ici on va le faire en équation redox, c'est-à-dire qu'on liste les couples présents et qu'on dessine le diagramme de prédominance associé à chacun. Donc, en ayant voilà, en tête que c'est peut-être une approximation pour les diagrammes de prédominance redox, mais que ça va quand même nous donner une information intéressante. Donc, on met E sur l'échelle verticale. AG plus AG, on va considérer que la frontière donc, est à 0,80 volts. Donc ici, on va mettre l'oxydant AG plus au-dessus et le réducteur AG en dessous. Deuxième couple, donc le 0,80 volts, je vais l'écrire ici. Deuxième couple, le magnésium ici avec un E0 beaucoup plus faible. Donc avec un potentiel de frontière qui sera environ égal à moins 2,37 volts. Le magnésium en dessous solide et le Mg2+, au-dessus, à l'état aqueux. Et puis on n'oublie pas que tout ça se passe dans l'eau. Donc bien entendu, alors on va remettre superposition de diagramme EPH. Le diagramme de l'eau dont on sait si on est à faible pH, en tout cas, et donc là il faudrait le diagramme EPH de l'eau si on voulait plus de précision, mais si on veut déjà résoudre les choses rapidement, on va mettre à 1,23 volts. Donc on va supposer qu'on a une solution suffisamment acide pour que les potentiels frontières soient proches de E0. Et à 0 volts, les deux frontières associées à l'eau. Donc ici on a H2O, au-dessus l'oxydant O2 et le réducteur H2. On va maintenant entourer les espèces initialement présentes. Donc on va les entourer. On a dit qu'on a mis du magnésium solide, de l'argent solide dans de l'eau. Donc voici les espèces initialement présentes. Et vous vous souvenez que la règle, c'est qu'il y aura une réaction si deux espèces ne peuvent pas coexister. S'il y a deux espèces qui ne peuvent pas coexister et qu'une réaction est possible entre elles de manière à les faire coexister, eh bien elle va avoir lieu. Alors, vous voyez, l'argent solide et le magnésium solide coexistent. De toute façon, ce sont tous les deux des réducteurs. Donc le magnésium ne pourrait pas à la fois se transformer en Mg2+, et ainsi perdre des électrons, et l'argent se transforme en Ag+, et aussi perdre des électrons. S'il y a des électrons qui sont perdus d'un côté, ils doivent être gagnés de l'autre. Donc si on monte quelque part dans le diagramme, il faut que quelque part ailleurs on descende. Hein. S'il y a une espèce dont le nombre d'oxydation augmente, il y a forcément une espèce dont le nombre d'oxydation diminue. Donc de toute façon, Ag et Mg ne réagissent pas entre eux. En revanche, si on regarde un petit peu Ag et H2O, Ag pourrait s'oxyder et H2O pourrait se réduire. Ça, c'est possible d'un point de vue échange d'électrons. Mais en fait, on s'aperçoit que H2O et Ag partagent un domaine de prédominance commun.
Et donc ça veut dire que globalement la réaction entre H2O et Hg peut avoir lieu, mais elle risque d'être thermodynamiquement très peu favorisée. On pourrait calculer sa constante d'équilibre, on va pas le faire, mais on pourrait montrer rapidement que H2O et Hg réagissent faiblement entre eux, et ça se retrouverait aussi avec une règle du gamma, puisqu'on fera un gamma à l'envers. Je rappelle, quand on étudie les choses avec les diagrammes de prédominance, ça revient à faire des règles du gamma, mais c'est une autre version des choses. En revanche, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que le magnésium et l'eau n'ont pas de diagramme de prédominance commun. Ils sont disjoints. En effet, si je reporte sur cet axe-là la zone de prédominance de l'eau, eh bien on voit qu'elle est disjointe de la zone de prédominance du magnésium solide, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas coexister a priori. Et donc, ils vont réagir entre eux. Donc ce qu'on va observer, c'est que le magnésium va se réduire, va s'oxyder par contre. Donc Mg va donner Mg2+, alors autant équilibrer tout de suite. Et H2O va se réduire. Donc H2O va donner H2. Alors, donc ça c'est la réduction associée au couple H2O-H2, mais le couple H2O-H2, il peut aussi s'écrire comme étant H plus H2 en milieu acide, et ça c'est très pratique pour équilibrer la réduction. Donc plutôt que H2O donne H2, je vais ici partir de 2H plus 2 électrons donne H2, et maintenant je vais l'équilibrer en milieu neutre, puisque là on est en milieu acide, en ajoutant 2H- à gauche et à droite, et vous voyez que 2H plus 2H-, ça peut s'écrire comme 2H2O. Donc là, on va enlever le 2H plus et le 2H-, pour donner 2H2O plus 2 électrons donne H2 plus 2H-, qui nous permet donc, à partir de ces deux demi-équations, d'écrire l'équation de l'oxydation du magnésium par l'eau. 2Mg solide plus 2H2O liquide donne Mg2 plus H2 plus 2H-. Donc voici ce qui va se passer quand on va mettre du magnésium dans l'eau avec de l'argent. La réaction prépondérante, ce sera celle-ci. Il y a fort à parier que cette réaction sera totale ou quasiment totale, car on s'aperçoit ici que les deux domaines associés, donc le domaine d'existence du magnésium solide et le domaine de prédominance de H2O liquide, sont très disjoints, et donc la réaction entre les deux risque d'être très quantitative. Donc ça on pourrait le démontrer en calculant la constante d'équilibre associée, mais là c'est pas le but, là c'était juste le but de prévoir ce qui allait se passer.